Chers collègues, aujourd'hui je vais vous présenter le cas d'un fœtus présentant un tableau compatible avec une atrésie intestinale. L'atrésie intestinale est définie comme une obstruction congénitale de la lumière de segments de l'intestin grêle, classifiable en différents types selon le mode d'obstruction anatomique. L'incidence est d'environ 2 à 3 cas pour 10 000 naissances vivantes, avec la répartition suivante. Dans 50% des cas, elle concerne le jéjunum et, dans plus de 30% de ceux-ci, le segment proximal. Dans 43% des cas, elle touche l'iléon, avec plus de 30% des cas affectant le segment distal. Et dans 7% des cas, on observe des formes multiples jéjuno-iléales. Du point de vue échographique, le signe typique est la dilatation des anses intestinales en amont du segment atrésique. Ce tableau peut également être similaire à celui du volvulus intestinal, rendant souvent difficile, voire impossible, de déterminer avec précision le siège de l'obstruction de l'intestin grêle. En général, plus les anses intestinales sont nombreuses et dilatées, plus il est probable que l'obstruction soit distale. Dans la majorité des cas, il existe un hydramnios, plus évident lorsque l'obstruction est proximale. Cependant, les principaux signes échographiques, c'est-à-dire la dilatation des anses et l'augmentation du liquide amniotique, apparaissent rarement avant la 24e semaine de gestation. À l'origine de l'atrésie intestinale, on considère que, dans la plupart des cas, il existe un événement ischémique tel qu'un accident vasculaire, ou encore un volvulus, une invagination intestinale, ou une malformation vasculaire. La classification la plus acceptée distingue différentes formes. Le type 1 se caractérise par la présence d'un diaphragme muqueux qui obstrue la lumière intestinale, avec des parois intestinales intactes. Le type 2 présente deux segments intestinaux à fond aveugle reliés par une fine bandelette fibreuse. Le type 3, en revanche, se caractérise par deux segments intestinaux séparés sans aucune continuité, et c'est la forme la plus fréquente. Le type 3, également appelé atrésie en pelure de pomme, est une forme rare et grave, souvent associée à une transmission familiale, qui concerne le duodénum distal, tout le jéjunum et l'iléon proximal, et l'on pense qu'elle est liée à une ischémie due à l'occlusion de l'artère mésentérique supérieure. Dans 42% des cas, des anomalies associées peuvent être présentes, parmi lesquelles un retard de croissance intra-utérin dans 30% des cas, une péritonite méconiale dans 12% des cas, un iléus méconial, une mucoviscidose, un omphalocèle et encore une gastrochysis, des malformations cardiovasculaires et des anomalies chromosomiques, ainsi qu'un anus imperforé dans 5% des cas. La plupart des anomalies associées concernent néanmoins le tractus gastro-intestinal, tandis que les anomalies extra-intestinales sont moins fréquentes. Et cela soutient l'hypothèse selon laquelle l'atrésie intestinale est souvent la conséquence d'une lésion vasculaire acquise plutôt que d'un défaut primaire de l'embryogenèse. Plusieurs syndromes génétiques et chromosomiques associés ont été décrits, y compris de rares formes autosomiques récessives. En ce qui concerne le diagnostic différentiel, celui-ci se pose notamment avec le volvulus intestinal et l'iléus méconial. Il faut également veiller à ne pas confondre l'atrésie intestinale avec d'autres masses abdominales kystiques qui doivent en effet être exclues. En ce qui concerne le fœtus examiné, il s'agit d'une grossesse de 38 semaines d'aménorrhée, dans laquelle la biométrie fœtale est régulière pour le terme, avec un poids fœtal estimé à environ 2 kg 900 g. Le tableau est cependant compatible avec une atrésie intestinale. On observe en effet des anses intestinales dilatées avec un calibre maximal d'environ 35 mm. Un élément important à noter est la présence d'une activité péristaltique intestinale, donnée essentielle pour le diagnostic différentiel avec d'autres conditions de type neurologique ou myopathique, comme par exemple la ganglionose intestinale. De plus, le contenu des anses n'apparaît pas particulier et cela aussi est un aspect important car l'évaluation de la densité du contenu intestinal permet d'exclure d'autres conditions associées, en particulier la mucoviscidose, dans laquelle on observe typiquement un contenu plus dense et épaissi par rapport à ce qui a été constaté chez le fœtus examiné. Au niveau gastrique, chez le fœtus examiné, on observe une pseudomasse. Cependant, cette constatation n'a pas de signification pathologique, mais représente simplement la présence de vernix caseosa au niveau de l'estomac fœtal et constitue donc une découverte physiologique sans pertinence clinique.
En poursuivant l'évaluation du fœtus examiné, il n'y a pas d'acide, aucune calcification abdominale n'est observée et il n'y a pas de polydramnios. En effet, bien que le polydramnios soit une constatation fréquemment associée à l'atrésie intestinale, son absence n'en exclut pas le diagnostic. Dans ce cas, en effet, bien que ce signe soit absent, le tableau échographique global reste néanmoins hautement évocateur et déterminant pour une atrésie intestinale. Il est toutefois nécessaire de souligner que, dans l'atrésie intestinale, il n'est pas possible de déterminer avec certitude la localisation exacte de l'obstruction pendant la période prénatale. En effet, la localisation peut être variable et, dans certains cas, il peut également exister des localisations multiples le long de l'intestin grêle. L'échographie peut fournir des éléments évocateurs, mais elle ne permet pas une définition anatomique précise du siège ni de l'étendue du segment concerné. De manière générale, cependant, comme déjà mentionné précédemment, la règle veut que plus les anses sont nombreuses et dilatées, plus il est probable que le siège de l'obstruction soit distal. Un autre aspect, tout aussi important, est l'absence d'anomalies associées évidentes. Cependant, il est important de souligner que la patiente a été examinée pour la première fois à 38 semaines de gestation, c'est-à-dire à un stade où la sensibilité de l'échographie pour détecter des anomalies associées peut être inférieure par rapport à des contrôles effectués à des stades plus précoces. Malgré cette limite toutefois, aucune anomalie structurelle associée n'a été identifiée. De plus, le placenta apparaît normalement inséré et présente une structure régulière. Le liquide amniotique, comme déjà mentionné, est présent en quantité normale et les flux fœtaux sont dans les limites de la normale, indiquant une hémodynamique fœto-placentaire correcte. En ce qui concerne la gestion du cas en question, puisqu'il s'agit d'une patiente déjà arrivée à la 38e semaine de grossesse, il est fondamental de recommander une consultation chirurgicale pédiatrique afin qu'à la naissance, le nouveau-né puisse être immédiatement évalué par le chirurgien pédiatrique. Il est également essentiel que l'accouchement ait lieu dans un établissement doté d'une unité de soins intensifs néonatale, capable de garantir une assistance adéquate et rapide. En ce qui concerne le pronostic, dans les formes isolées, il est généralement excellent après correction chirurgicale. Au contraire, il s'avère moins favorable dans les formes jéjunales proximales, principalement en raison de la plus grande incidence de prématurité et des complications possibles associées. Vous voyez maintenant le résultat post-opératoire. L'intervention s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de complications et notre diagnostic a été confirmé. Il est toujours important pour vous de collaborer avec le chirurgien pédiatrique, aussi bien avant qu'après. Merci de votre attention.